Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je viens vous parler de 3 de mes lectures du mois de mai. Il y en aura une dernière, mais pour celle-ci j'ai décidé de faire une vidéo à part puisque c'est un roman qui a été adapté au cinéma et j'avais envie de vous faire une vidéo du livre au film. Du coup, comme ce sera probablement plus long, j'ai décidé d'en parler dans une vidéo à part que vous pourrez retrouver la semaine prochaine. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de 3 romans qui sont 3 des lectures qui vont bercer mon mois de mai. Le premier, il s'agit de Tout le bonheur du monde de Claire Lombardo, publié aux éditions Rivage. Je vous le présente dans mon dernier book haul que vous avez pu voir la semaine passée. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de découvrir ce roman depuis sa sortie. Je ne sais pas pourquoi il m'intrigue, je l'avais vu passer sur les réseaux, etc. Et j'avais très envie d'en savoir plus. On y suit une famille menée par Marilyn et David. Ouais, c'est ça. Qui ont eu 4 filles, Violette, Wendy, Lisa et Grace, des antisèches. Et on va les suivre des années 70 à nos jours. On va faire de temps en temps des retours en arrière et ça va nous permettre un petit peu de comprendre la dynamique de cette famille et comment ces 4 femmes adultes en sont arrivées où elles en sont aujourd'hui, sont les femmes qu'elles sont aujourd'hui. On va replonger dans les secrets de certaines, notamment le plus gros secret de Violette qui va lui éclater à la tronche en la personne d'un adolescent de 14-15 ans, Jonah, voilà, qui va débarquer dans cette famille un peu malgré lui. Et voilà, tout simplement. Ce roman, je l'ai trouvé très poignant, j'ai trouvé qu'il était très significatif de beaucoup de choses, qu'il dépeignait très très bien cette vie de famille. David et Marilyn, c'est un couple qui est resté très aimant, qui est toujours, qui est un peu cet exemple très beau, mais d'une certaine manière un peu nocif, parce que du coup, on a l'impression que cet idéal de l'amour qui dure toujours, on l'atteindra jamais face à eux, et c'est un petit peu le gros problème qu'ont leurs filles, c'est qu'elles ont toujours baigné dans cette atmosphère d'amour très très fort, au point que les deux époux, on a l'impression que rien ne les séparera jamais, et que qu'ils aiment plus l'autre que leurs propres enfants. On a un peu cette dynamique de c'est un couple avant tout, et voilà, c'est quelque chose qui est très très beau, mais c'est quelque chose qui est très très dur pour ces 4 filles qui malheureusement aussi vont vivre beaucoup de choses plus ou moins faciles. Je pense notamment à l'aînée, Wendy, qui vit des choses très 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 compliquées, qui a vraiment une vie qui est très dure, qui souffre de beaucoup de péripéties très négatives dans sa vie et qui a beaucoup de mal à garder la tête hors de l'eau. Et elle n'est pas la seule, on a vraiment 4 femmes qui, je pense, ont toujours vécu un petit peu avec cette espèce d'image très idéalisée du couple, d'image très idéalisée de cette vie de famille, le sentiment que leurs parents réussissaient tout ce qu'ils faisaient alors que eux faisaient que d'échouer. Et puis surtout, c'est cette espèce de modèle que tu veux à tout prix reproduire. Et ça crée ces femmes un petit peu ambivalentes avec beaucoup de défauts, beaucoup de qualités également. Et voilà, c'est ces femmes très réalistes en fait, très réelles, très empreintes réelles. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman, j'avais des passages où je n'arrivais vraiment pas à lâcher dès les premières pages, j'étais happée dedans. La plume est vraiment très agréable à lire, la traduction est également très bonne du coup je trouve, parce qu'on se laisse vraiment happer dedans. Les bonds dans le temps sont hyper intéressants, il se passe toujours quelque chose mine de rien, même quand c'est juste de l'ordre du quotidien. Je trouve que l'autrice arrive à faire en sorte qu'on soit vraiment happé dans cette histoire. On se laisse vraiment prendre au trip par cette histoire de famille. Chaque petit détail peut se révéler très touchant. J'ai versé quelquefois ma petite larme, il se passe vraiment plein de choses très intéressantes, des choses qui vont vraiment forger les personnages et en faire des personnages très réels, très empreints de réel. On y croit à cette histoire de famille, on y croit aux vies de ces 4 femmes et de leurs parents, on y croit à leurs histoires diverses et variées. Et je trouve que oui, c'est un récit très très réaliste qui parle très très bien de la vie de famille et de l'image qu'on peut avoir de nos parents, l'image qu'ils peuvent nous renvoyer de cette espèce de modèle absolu qu'en tant qu'enfant on a envie de voir se réaliser pour nous aussi, et cet idéal aussi du parent où on ne se rend pas forcément compte que parfois il y a des hauts et des bas, notamment en fait on s'en rend compte en faisant des plongées dans le temps que tout n'a pas toujours été rose dans la famille, mais les parents ont réussi à plutôt cacher ça à leurs enfants, à ne pas forcément le montrer. Et à l'inverse, il y a des souvenirs de l'enfance qui, aujourd'hui, peuvent avoir des impacts. Et voilà, on se rend compte qu'en fait, certaines des filles, elles avaient vu certaines choses, mais sans se rendre compte de la gravité de la chose parce que les parents restaient hyper soudés l'un avec l'autre. C'est une vraiment très 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 belle histoire. On a vraiment tout un pan de vie. On suit vraiment la famille depuis le moment où les parents se rencontrent jusqu'à à peu près notre époque, quoi. Je sais plus quand est-ce qu'il a été écrit, mais globalement à peu près notre époque. Donc c'est un récit qui s'étire sur le temps.
et qui nous fait vraiment rentrer dans le quotidien, dans l'intimité de cette famille américaine, j'ai envie de dire un petit peu typique, et c'est un récit que je vous conseille vraiment beaucoup. Tard d'excuses en plus de ça parce qu'il est désormais disponible en poche, je crois que c'est Pocket qui le publie, mais je dis peut-être de grosses bêtises parce que j'ai vu le livre très rapidement en passant. Toujours est-il qu'il est disponible en poche, et n'hésitez pas à le lire, c'est vraiment une histoire très, très prenante et touchante je trouve, et je vous la conseille vraiment. Après ça, je me suis plongée dans la suite des Héritiers de Salem, à savoir Le Fils oublié de Salem d'Émilie Bonnet, publié aux Nouvelles Plumes de France Loisirs. J'avais très hâte de lire la suite de cette saga, j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1 et j'ai encore préféré ce tome 2. Généralement les tomes 2 c'est toujours un peu des entre-deux, on est un peu entre deux intrigues à chaque fois, c'est un peu le tome généralement qui fait un peu la liaison entre le premier tome qui est très introducteur et le reste. Donc généralement c'est pas forcément les meilleurs tomes, notamment dans les trilogies. Bon là en l'occurrence ce sera une quadrilogie si j'ai bien tout saisi, donc bon, peut-être que c'est pour ça qu'il est aussi bon. Je trouve qu'il est encore plus profond, plus noir. On a cette fois-ci deux points de vue puisqu'on a la première partie qui est sous le point de vue de Serena et le second qui est sous le point de vue de Julian, ce qui était plutôt sympa, mais vraiment très sympa. Ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est qu'il y a de la romance, mais que ça ne prend pas le pas sur l'intrigue, ce qui est souvent le problème dans le fantastique young adulte. Généralement, voilà, ça va être le beau garçon qui rencontre la jolie fille, et globalement l'histoire tourne autour de ça. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Serena et ses frères débarquent à Salem après que leurs parents aient disparu, tout simplement. Salem, ville dans laquelle ils ont vécu une partie de leur vie, leurs parents, et qu'ils ont quitté. Voilà, pour ne pas dire fui. Ils vont découvrir tout leur héritage, voilà, et du coup le gros de l'histoire c'est vraiment ça, c'est cette nana et ses deux frères qui vont découvrir leur héritage, qui vont découvrir la vérité sur leurs origines, sur qui ils sont vraiment, etc. Sur les fameuses histoires des sorcières de Salem, tout ça, et dans l'histoire, il va y avoir cette nana qui va rencontrer un garçon qui lui plaît, qui fait partie de ce monde-là, et voilà, il va y avoir après plusieurs tenants et aboutissants autour de cette relation, mais c'est vraiment pas le cœur du récit, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup le fait que ce soit du plus. Il y a de la romance, mais c'est pas une romance. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'un autre roman dont je vous parlerai pas cette fois-ci, mais je vous en parlerai je pense quand même, parce que j'aime bien aussi parler des romans que j'ai abandonnés, et je pense que c'est pour ça que ça ne m'a pas plu ce récit-là, c'est parce qu'à l'inverse c'était une romance avec du fantastique, et j'avais l'impression que en fait la romance c'était le gros point de l'histoire, et moi c'est pas forcément ce que j'aime lire dans le genre, à part quand je lis de la beat lit. Parce que la beat lit c'est ce que je veux lire à ce moment-là. Là j'avais vraiment envie de lire du fantastique, et honnêtement si c'est votre cas aussi je vous conseille vraiment cette saga. Un peu comme ce que je vous avais dit quand je vous ai parlé du premier tome, j'ai adoré avoir ce sentiment un petit peu de Madeleine de Proust, de replonger dans ce que je lisais étant plus jeune. Il se passe énormément de choses, on n'a pas du tout le temps de s'ennuyer, la plume est toujours aussi agréable à lire, vraiment je trouve que Émilie Bonnet écrit bien, vraiment bien. C'est très agréable, je me suis vraiment attachée au personnage. J'ai vraiment aimé les différentes péripéties de ce roman-ci, on attaque vraiment dans le vif du sujet, dans le dur, il se passe des choses pas toujours faciles. L'autrice a pas peur d'appuyer là où ça fait mal aussi, je trouve vraiment qu'elle fait pas un truc très édulcoré. La fin ne me semble pas trop facile, je trouve qu'à chaque fois en fait elle met elle parsème ici et là des petites choses qui font que même si le dénouement est assez rapide, je trouve quand même, comparé à toute l'histoire qui, voilà, je trouve que malgré tout, elle arrive à faire en sorte que ça fasse pas trop facile et qu'on y croit quand même. Ce que j'ai aussi particulièrement aimé, c'est que dans ce tome-ci, il y a un peu deux intrigues qui s'entremêlent. Il y en a une première et la deuxième prend part après cette première intrigue, comme si la première intrigue en fait ne servait qu'à en fait lancer la deuxième intrigue et le reste de cette histoire. C'est vraiment un roman très sympa, et je vous conseille vraiment de découvrir cette saga qui, moi en tout cas, n'en finit pas de me bluffer. J'ai super hâte de lire la suite. Ce que j'aime aussi bien, c'est que les tomes se terminent, on a vraiment une fin à ce qui est en train de se passer, et en même temps on sait que ce qui s'est passé dans le tome précédent va amener plein de choses par la suite. Du coup j'ai super hâte de lire la suite. Je pense que c'est un peu plus vrai dans celui-ci, on a vraiment le sentiment d'une vraie coupure par rapport à la fin qui est amenée. On a l'impression, voilà, que là, les choses, il va se passer des choses, ça va changer, mais voilà, on a vraiment un sentiment de fin quand même, tout en sachant qu'il y a une suite derrière, parce que voilà, c'est amené quand même l'idée qu'il y a une suite, mais je trouve que du coup, c'est moins frustrant
que des sagas qui se terminent où tu te dis ah bah non mais là il me faut la suite tout de suite. Et dans le tome 1 il y avait un petit peu plus ça. Dans ce tome 2 je trouve qu'il y a vraiment un côté comme si je pense vraiment que du coup on a un peu deux duologies dans la quadrilogie et je pense que du coup les 2 tomes suivants seront peut-être un peu plus... il y aura une cassure peut-être un peu plus nette entre les deux et je pense que c'est pas une mauvaise idée donc j'ai très hâte de lire la suite de cette saga. Le dernier roman que je vais vous présenter, c'est la fin d'une trilogie. J'ai lu enfin La Reine sans royaume de Holly Black, publié chez Rajo. Je l'ai acheté la semaine de sa sortie. Le problème, c'est que c'est arrivé la semaine où j'ai perdu mon oncle. Et je vous avoue que j'avais pas nécessairement envie de lire. Et surtout, j'avais pas forcément envie d'associer la fin de cette saga à un événement qui me rend triste, qui me fait de la peine. Voilà, j'avais pas envie voilà, puis de toute façon, j'avais pas du tout la tête à lire à ce moment-là. Je pense qu'on ne présente plus la saga du prince cruel, il s'agit de son dénouement. Eh bien, je l'ai bien aimé ce roman, mais j'étais un petit peu déçue. Je trouve qu'il y a quelques facilités et surtout je trouve qu'on évite un petit peu la guerre dedans. Je trouve qu'il y a certaines choses qui sont vraiment évitées et je trouve ça dommage. Je pense que j'aurais vraiment aimé que ça pète dans tous les sens. Je trouve qu'en fait ce tome 3 il est un petit peu plan-plan au final. Il se passe des choses, évidemment qu'il se passe des choses. Holly Black écrit toujours des romans où il se passe beaucoup de choses. Je me suis encore une fois régalée à plonger dans cet univers et j'étais très contente d'y retourner. Mais j'ai été un peu déçue de ça. Je trouve qu'il y a pas mal de portes ouvertes qui sont vraiment des facilités. Il y avait des choses que j'avais vu venir à 2 km, il y avait d'autres choses où j'ai été un petit peu sceptique et surtout je suis globalement un peu désappointée de voir qu'il n'y avait pas tant d'action que ça. Je trouve que globalement l'intrigue est assez passive. Voilà, il y a pourtant l'ombre de la guerre qui pendant tout le tome pèse sur les personnages et au final je trouve qu'il y a certaines portes qui sont prises qui font qu'on évite vraiment pas forcément la guerre parce que c'est pas le cas, mais qu'on évite en tout cas certaines situations qui, très honnêtement, je pense, posaient problème à l'auteur parce que je pense qu'elle n'avait pas forcément dans l'idée de les écrire ou qu'elle n'avait pas les idées pour le faire, je ne sais pas. Après, dans l'idée, le roman, il est bon, voilà, c'est une bonne fin, mais je trouve que des 3 tomes, c'est le moins bon. Et je pense vraiment que ça va en décrescendo. Je trouve vraiment que le premier tome était le meilleur et du coup le dernier est le moins bon. Voilà, je trouve qu'au fur et à mesure on perdait quelque chose et je trouve ça un petit peu dommage. Je pense qu'en fait Holly Black elle est très douée pour créer des univers, ça c'est clair et net, mais je trouve que en dehors de l'aspect très politique qu'elle arrive très très bien à dépeindre, j'avais beaucoup aimé dans le tome 1 justement de voir Jude qui avait plein comment on dit, qui était très futé, qui arrivait très bien à... Putain, comment on appelle ça? Stratège. J'avais beaucoup aimé le côté très stratège de Jude, je trouve qu'il était très très bien dépeint et j'avais vraiment aimé ça. Mais je trouve que tout ce qui est scène d'action, en fait, quand il y en a pas tant que ça en fait au final. C'est beaucoup de stratégie et c'est beaucoup de stratégies qui ne sont pas toujours pleines d'action. Et je trouve que ça s'était vraiment vérifié dans le tome 2 et que dans ce tome 3 ça se vérifie aussi beaucoup. Et voilà. Après c'est un réel plaisir de retrouver Jude et Cardan. J'ai toujours des moments où j'aime beaucoup Jude et d'autres moments où je la déteste. Le personnage de Taryn, je l'ai détesté pendant les 2 tomes précédents. Là je l'ai bien aimé, je l'ai trouvé très intéressant et j'ai vraiment aimé la voir s'affirmer en tant que femme. Ça a changé vraiment beaucoup, je la trouvais beaucoup moins casse-pied que dans les tomes précédents. Là en l'occurrence je l'ai apprécié même. Voilà, les personnages de manière générale, voilà, à chaque fois je les aime beaucoup dans cette saga. Mais voilà, je dirais que je suis un peu déçue parce que je trouve qu'il y a quelques facilités et je trouve qu'on évite ce qu'on attend en fait depuis le début de la saga et je trouve ça vraiment dommage. À côté de ça, j'ai vraiment aimé de retrouver le duo Cardan-Jude que j'attendais vraiment de revoir. Je trouve c'est assez impressionnant parce que la saga est quand même beaucoup centrée sur l'histoire entre deux et en même temps je trouve qu'il y a très peu de scènes où ils sont tous les deux ensemble. C'était déjà vrai dans Le Prince Cruel. C'était d'autant plus vrai dans la suite et dans La Reine sans royaume je trouve aussi qu'il n'y a pas tant de scènes que ça où ils sont ensemble et je trouve ça assez fou de réussir à quand même nous faire croire à cette histoire entre eux comme ça. Je trouve que c'est une vraie force du roman et justement ça rajoute quelque chose parce qu'on n'a pas l'impression de lire juste une romance entre 2 personnages. Je trouve vraiment que le cœur et ce qui est le mieux dans ce récit c'est
ce côté très stratégique, de voir les différentes stratégies, de voir un petit peu les dessous de la cour, etc. Ça, je trouve que c'est très intéressant et c'est très bien amené par l'autrice. Voilà, c'est vraiment le gros plus de la saga. L'action, je trouve que ça dépend. Je trouve qu'il y a des... Selon l'action en question, je trouve que des fois c'est vraiment bien, il y a beaucoup de rebondissements. Il y a d'autres fois, bah, je suis toujours un petit peu déçue, quoi. Voilà. C'est tout pour cet update lecture. Je vais y arriver. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me donner vos avis dessus. J'aimerais bien partager notamment d'autres avis sur celui-ci parce que j'aimerais bien savoir ce que les gens en ont pensé. J'ai essayé un petit peu d'éviter les avis quand le livre est sorti parce que je voulais pas biaiser le mien, mais j'avais déjà lu des avis sur ceux qui l'avaient lu en VO et du coup je sais que mon avis pouvait rejoindre parfois certains. Bref. Donc n'hésitez pas à me le dire. Je vous invite encore une fois à vous plonger dans cette saga d'Émilie Bonnet, elle est vraiment sympatoche. En termes de fantastique young adulte, c'est probablement une des sagas, une des meilleures que j'ai pu lire cette année. Non, je suis pas sûre d'avoir lu beaucoup de fantastique, mais bon, voilà. Et bah c'est tout. Voilà, lisez beaucoup jusqu'à la prochaine vidéo et à bientôt, salut!